Les choses changent rapidement. Et la Chine remporte une autre victoire majeure alors que des pays du monde entier forment de nouvelles alliances et adaptent leur stratégie face à la guerre commerciale de Donald Trump. Dans une décision sans précédent que personne n'avait vu venir, le gouvernement japonais s'est éloigné des États-Unis, car le pays est contraint de résister aux efforts de Donald Trump pour former un bloc commercial contre la Chine. L'article indique que le Japon a l'intention de résister à toute tentative des États-Unis de l'intégrer dans un bloc économique opposé à la Chine, en raison de l'importance des liens commerciaux de Tokyo avec Pékin. Le Japon ne veut pas se retrouver impliqué dans une tentative américaine, visant à maximiser la pression commerciale sur la Chine en limitant ses propres échanges économiques avec Pékin, qui est le principal partenaire commercial de Tokyo, et une source importante de biens et de matières premières. Bien que les États-Unis n'aient pas formulé de demandes spécifiques au Japon concernant la Chine, Tokyo donnerait la priorité à ses propres intérêts, si cela devait arriver. Le Japon a fait savoir à la Chine à plusieurs reprises qu'il n'est pas entièrement aligné avec les États-Unis concernant les exportations liées aux puces et les restrictions sur les semi-conducteurs. Et c'est une grande nouvelle, car le Japon a opéré un virage à 180 degrés et défend désormais effectivement la Chine face aux États-Unis. Il est impossible de surestimer à quel point c'est transformateur, car le Japon s'est toujours aligné sur les États-Unis. Je veux dire, n'oublions pas que le Japon abrite plus de 120 bases militaires américaines actives, soit le plus grand nombre de toutes les nations en dehors des États-Unis. Mais voici le point principal que Donald Trump manque dans sa guerre commerciale. Les pays agiront toujours dans leur propre intérêt, et il n'est dans l'intérêt de personne de couper le commerce avec la Chine ou de soutenir un bloc commercial dirigé par les États-Unis contre la Chine, qui, n'oublions pas, est le premier partenaire commercial de plus de 120 pays à travers le monde. Mais c'est ici que les choses deviennent très intéressantes, car le gouvernement japonais a été tellement choqué par le traitement qu'il a reçu de l'administration Trump qu'il a brisé la culture japonaise d'être discret et réservé. Et les responsables japonais s'adressent maintenant au monde entier et révèlent la vérité sur les négociations avec Donald Trump. Les propos des États-Unis sont totalement déraisonnables. Leur logique part dans tous les sens et il n'y a aucune cohérence. Cependant, lorsque le Japon négocie avec ce qu'ils disent, pour être franc, c'est comme se faire extorquer par un voyou. Si le Japon cède, en pensant que c'est une négociation ou un accord, et fait des compromis sur sa position, cela crée un mauvais précédent en tant que pratique coutumière. Donner de l'argent à un maître chanteur ne fera que l'encourager à recommencer. Pour être franc, cette guerre commerciale met Trump et les États-Unis dans l'embarras au niveau international. Il y a quelques mois, il aurait été inconcevable de penser que le Japon comparerait un jour le gouvernement américain à un maître chanteur. Mais ce responsable du gouvernement japonais a tout à fait raison dans son raisonnement. Céder au chantage ne fait qu'encourager le maître chanteur à recommencer. Et c'est pourquoi le Japon s'exprime aussi ouvertement contre les négociations commerciales de Trump. Cela fait maintenant plus d'une semaine que le Japon a rencontré Trump, et il n'y a toujours pas d'accord, en grande partie parce que le Japon n'arrive pas à obtenir de réponse sur ce que les États-Unis veulent d'un accord commercial. Même des journalistes de droite comme Charles Gasparino de Fox News critiquent le président Trump, affirmant que le plus gros problème est que les États-Unis ne cessent de changer leurs exigences sur ce qu'ils veulent exactement. Mais l'absence de progrès annoncé publiquement sur l'accord fait baisser le dollar et fait grimper les rendements obligataires. Mais encore plus incroyables sont les commentaires du gouvernement japonais sur le fait que l'équipe de Trump ne sait même pas faire des calculs de base ni calculer un chiffre exact pour les tarifs douaniers. Tout d'abord, leurs équations sont totalement absurdes. Je n'étais pas doué en maths non plus, mais cette équation ne vaudrait rien dans un examen. N'étant pas des adversaires simples, ils n'écouteront pas un raisonnement simple. Bien que toutes les options aient été évoquées, il ne faut pas faire preuve de compassion envers un adversaire malhonnête. Leur faciliter la tâche donnera le mauvais exemple. Encore une fois, il est vraiment choquant de voir un responsable du gouvernement japonais rompre avec ses coutumes culturelles de modestie et de non-confrontation, et parler aussi honnêtement des actions du gouvernement américain. Mais quand Trump invente des chiffres pour soutenir sa guerre tarifaire, les pays n'ont pas d'autre choix que de s'exprimer, comme l'a dit ce responsable japonais. Si ton adversaire n'est pas honnête, comment peux-tu lui montrer de la compassion ? Mais revenons en arrière, au 2 avril, le fameux jour de la libération de Trump, lorsqu'il est fièrement sorti sur la pelouse de la Maison-Blanche et a brandi ce tableau des tarifs, annonçant une nouvelle série de tarifs contre tous les pays du monde entier. Regardez cette analyse du journaliste James Surowiecki, qui écrit « Je viens de découvrir d'où viennent ces photos de tarifs pour chaque pays. Ils ont simplement pris notre déficit commercial avec ce pays et l'ont divisé par les exportations de ce pays vers nous.
Donc, nous avons un déficit de 17,9 milliards de dollars avec l'Indonésie. Et ses exportations vers les États-Unis sont de 28 milliards de dollars, 17,9, divisé par 28 égale 64, ce que Trump affirme être le taux de 64% que l'Indonésie nous impose. Bien sûr, cette équation mathématique est complètement fausse, et c'est précisément pourquoi le responsable japonais a commenté que cette équation obtiendrait un 0 à un test de mathématiques officiel. Donc, la prochaine question logique est, comment calcule-t-on réellement le vrai taux de tarif effectif ? En fait, c'est assez simple. Il suffit de prendre le montant total des droits de douane perçus sur les marchandises d'un pays, et de le diviser par la valeur totale des importations en provenance de ce pays. Par exemple, disons que les États-Unis importent pour 28 milliards de dollars de biens d'Indonésie. Si les douanes américaines perçoivent 560 millions de dollars de droits sur ces importations, alors vous divisez 560 millions par 28 milliards, ce qui donne 2%, ce qui signifie que le vrai taux de tarif effectif n'est que de 2%. Un déficit commercial mesure combien nous achetons de plus à un pays que ce qu'il nous achète. Cela n'a rien à voir avec le montant de la taxe ou du tarif réellement appliqué. Donc, quand Trump se lève et dit que l'Indonésie nous impose un tarif de 64%, c'est complètement absurde. Le chiffre réel était bien plus bas, car les tarifs sont basés sur les droits perçus, pas sur la taille du déficit commercial. Le Japon n'arrive pas à conclure un accord avec l'équipe de Trump. Les personnes chargées de diriger l'administration de Trump ne comprennent pas les bases de l'économie. Mais ce chaos et cette confusion n'ont pas seulement irrité nos alliés à travers le monde, ils ont aussi commencé à se retourner contre Trump sur le plan intérieur, ici même aux États-Unis. Un tout nouveau sondage. American Broadcasting Company cette semaine montre que près des 2/3 des Américains désapprouvent les tarifs douaniers de Trump, avec plus de 60 et 11% des Américains pensant désormais que ces tarifs auront un impact négatif sur l'inflation et feront grimper les prix pour le consommateur américain moyen. Honnêtement, les choses se dégradent pour le président des États-Unis, puisqu'il s'était annoncé cette semaine que Trump a obtenu le taux d'approbation le plus bas en 100 jours depuis 80 ans. Peut-être ce qui menace le plus Trump, compte tenu de sa promesse de redressement économique, c'est l'ampleur des opinions négatives sur l'économie. Examinez les résultats de cette enquête. 62% des Américains ont répondu que le prix des choses qu'ils veulent ou dont ils ont besoin augmente désormais, tandis que 72% des Américains pensent maintenant que les politiques économiques de Trump vont provoquer une récession aux États-Unis. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus folles pour les États-Unis. La Chine est le plus grand fournisseur mondial de matières premières, de pièces et de composants, dont les usines ont besoin pour fabriquer des produits en fini. Même si un produit n'est pas fabriqué en Chine, il contient presque certainement des pièces ou des matières premières provenant directement de Chine. Aujourd'hui, chaque usine en Europe, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et partout dans le monde peut acheter ses matériaux à la Chine au prix du marché standard. Qu'en est-il des usines américaines ? Elles doivent, maintenant, payer une surtaxe de 145% sur les mêmes produits chinois en raison des droits de douane imposés par Donald Trump. En réalité, ces droits de douane n'ont pas isolé la Chine, mais plutôt les entreprises américaines. Pendant que le reste du monde continue à fabriquer des produits de manière plus efficace et abordable, les usines américaines se retrouvent coincées avec un désavantage important, ce qui fait augmenter les coûts, réduit les marges et pousse encore plus d'emplois manufacturiers à l'étranger. Finalement, les droits de douane ont porté atteinte à la compétitivité américaine. Et si vous voulez un indicateur unique pour savoir si les droits de douane de Trump ramènent réellement la production manufacturière aux États-Unis, il suffit de regarder l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Et les derniers chiffres sont brutaux. En avril, l'indice est tombé à moins 26,4, un effondrement massif par rapport à 12,5 le mois précédent et bien en dessous des 2,2 attendus. Le niveau actuel de l'industrie manufacturière américaine, l'un des plus bas ces dernières années, indique clairement qu'elle ne se redressera pas. En vérité, elle s'écroule. Voici à nouveau pourquoi. Pour fabriquer quoi que ce soit, il vous faut des intrants, des matières premières, des pièces et des composants. Et selon l'Association nationale des fabricants, 56% de toutes les importations américaines sont des intrants pour la fabrication. Imposer des droits de douane, ou rendre plus difficile l'obtention de ces produits, ne relance pas l'industrie américaine, mais l'handicape. Encore une fois, c'est là que réside la grande ironie pour les États-Unis, car si l'on regarde les données du Bureau américain des statistiques du travail, c'est en fait le président Biden qui a créé le plus d'emplois dans le secteur manufacturier, parmi tous les présidents américains au cours des 50 dernières années.
Soyons honnêtes, les politiques de Trump ne ramèneront pas les emplois manufacturiers en Amérique. Et ce sentiment est partagé par certaines des voix les plus influentes d'Amérique, comme Ken Griffin, le milliardaire gestionnaire de fonds spéculatifs de Citadel, qui a averti que les États-Unis mettent leur image de marque mondiale en danger à cause de la politique tarifaire. Ken affirme rêver de redonner leur dignité aux gens, un rêve que je dois applaudir. Mais ce rêve ne se réalisera pas. Ces emplois ne reviendront pas en Amérique. Pour être clair, quand avec un taux de chômage de 4%, l'Amérique est passée à autre chose. Je suis d'accord avec Ken Griffin, l'Amérique est passée à autre chose. Mais heureusement pour les investisseurs, d'autres pays sont ouverts à la fabrication. Et je regarde activement des opportunités au Canada en ce moment. Parce qu'encore une fois, tous les pays du monde ne s'imposent pas ces tarifs à eux-mêmes. Et ils ont toujours accès aux matières premières, dont les fabricants et les usines en ont réellement besoin. En ce moment, le Canada est uni sous la direction du nouveau Premier ministre Mark Carney. Et j'aimerais passer à la partie investissement de la vidéo d'aujourd'hui, et vous parler d'une opportunité unique et de l'un des secteurs les plus importants pour l'avenir de notre monde. Notre planète croule sous le plastique, mais cette crise mondiale des déchets plastiques offre en fait une opportunité commerciale exceptionnelle. Contrairement à la pyrolyse conventionnelle ou au système nécessitant beaucoup d'hydrogène, le procédé d'Oduro utilise une réaction chimique à base d'eau et à plus basse température pour découper en douceur les plastiques contaminés, mélangés et difficiles à recycler en produits de grande valeur tels que des carburants renouvelables, des produits chimiques spécialisés et des précurseurs chimiques. Cette plateforme de nouvelle génération est modulaire et fonctionne avec une intensité énergétique nettement inférieure, tout en offrant un rendement supérieur à 90%, ce qui place Oduro à l'avant-garde des solutions de recyclage durables et économiquement viables. En éliminant le besoin d'hydrogène coûteux et de températures extrêmes, Oduro permet non seulement de réduire considérablement les coûts d'exploitation, ce qui rend possible le passage à l'échelle pour une utilisation réellement circulaire des déchets post-consommation et industriels. Cela permet à plus de plastique usagé de contribuer à l'économie circulaire. De plus, le procédé HCT est évolutif et peut s'adapter à différents emplacements. Imaginez des systèmes efficaces à petite échelle répartis dans de nombreux endroits différents. Oduro a établi une voie claire et efficiente en capital vers la commercialisation, grâce à 5 initiatives stratégiques, principales. Premièrement, la mise en service de l'usine pilote. L'entreprise est sur la bonne voie pour terminer, et lancer son installation pilote au 3e trimestre 2025, validant la performance de la technologie à grande échelle. Deuxièmement, le développement de l'usine de démonstration. En collaboration avec NextGen Polymer, Aduro va lancer la conception et le développement de son usine de démonstration, une étape cruciale vers le déploiement commercial. Troisièmement, l'expansion de la propriété intellectuelle. L'innovation d'Aduro est défendable et en croissance, avec 8 brevets accordés et d'autres propriétés intellectuelles en attente, consolidant son avantage durable. Quatrièmement, le programme d'engagement client. Aduro travaille activement avec des partenaires stratégiques sur des programmes pilotes, des tests de matières premières, et l'évaluation de la technologie, accélérant ainsi l'adoption du marché et réduisant les risques liés à la mise en œuvre. Enfin, la stratégie de commercialisation et de licence. Aduro pose les bases pour des déploiements à grande échelle, grâce à des partenariats de licence et des constructions directes, créant ainsi des opportunités de revenus récurrents à long terme. La proposition de valeur différenciée d'Aduro a déjà suscité l'intérêt de leaders multinationaux de l'énergie et de la chimie, dont Shell et Total Energies, qui affichent une capitalisation boursière de 136 milliards de dollars, soulignant ainsi la pertinence, l'évolutivité et le potentiel d'impact mondial de la plateforme. Le mois dernier, Jesse Salban de Boral Capital a donné une perspective positive et une prévision financière pour l'entreprise, avec une recommandation d'achat et un objectif de 50 $, impliquant un potentiel de hausse de 10 fois par rapport aux niveaux actuels. L'action a gagné plus de 45% sur l'année passée. Sablon estime que le flux de trésorerie disponible actualisé est d'environ 63 $ par action, tandis que la valorisation des bénéfices par action actualisée est en moyenne de 37 $ par action, pouvant aller jusqu'à 50 $ par action, et c'est précisément là où il pense que l'action pourrait aller, si l'entreprise parvient à exécuter son plan pour 2025 comme prévu. Oduro est cotée au NASDAQ et génère déjà des revenus grâce à des évaluations payantes, mais elle présente un potentiel de croissance à long terme grâce à la licence et à la mise à l'échelle de son système de recyclage propriétaire. Comme je le dis toujours sur cette chaîne YouTube, nous étudions la géopolitique parce qu'elle influence les marchés,
Et il y a un argument très haussier pour une entreprise comme Aduro, alors que le monde se rapproche des énergies renouvelables et des politiques respectueuses de l'environnement. Le renforcement de la réglementation environnementale et l'absence de concurrents directs offrent à Aduro un avantage de timing incroyable. Je vous remercie pour votre soutien, et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochaine vidéo.